BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois en effet un des hommes clés, en tous les cas, pour BFM Business, pour les marchés. C'est Stéphane Boujnah, le président du directoire d'Euronext. Il vient d'être reconduit pour la 3e fois. Stéphane Boujnah, bonsoir. Bonsoir. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est sûr que vous avez déjà passé 8 ans, encore 4 supplémentaires, ça fera 12 ans. Vous nous direz s'il n'y a pas une forme de lassitude. Plus sérieusement, on essaiera de comprendre un peu les grands enjeux, parce que depuis que vous avez pris les rênes d'Euronext, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a l'introduction en bourse, un peu tout ce qui restait, tout ce que les Américains ne voulaient pas. Il y a eu les rachats de toutes les bourses. L'achat très important, restructurant, j'ai envie de dire, d'Euronext avec la bourse de Milan. Vous voyez comment vos 4 prochaines années? C'est la répétition de ce que vous avez fait? C'est une nouvelle étape? C'est le défi, on en parlait dans Good Evening Business, le défi de l'IA, l'intelligence artificielle, des données. Comment est-ce que vous voyez ça? Non, c'est de toute façon une étape radicalement différente parce que quand nous sommes arrivés avec la nouvelle équipe en 2015-2016, l'entreprise valait entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros de capitalisation boursière. Elle faisait un peu moins de 500 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, elle fait plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. Elle a une capitalisation boursière entre 7 et 8 milliards. Donc, elle est transformée et donc elle est beaucoup plus forte pour traverser les incertitudes qui viennent. Maintenant, l'ambition, c'est quoi? L'ambition, c'est d'abord de continuer à consolider, quand c'est possible, l'union des marchés de capitaux. C'est de continuer ça dépend pas que de vous, parce que quand on pose la question aux Européens, tout le monde l'appelle de ses voeux, mais depuis que je suis journaliste, j'entends parler. Ce que nous avons créé, nous, c'est un pool de liquidité unique, un carnet d'ordre unique, une plateforme technologique unique. Nous avons créé la colonne vertébrale de l'union des marchés de capitaux parce que nous avons sur Euronext aujourd'hui à peu près 6 700 milliards de capitalisation boursière agrégée. C'est plus de 2 fois plus celle de Londres. Et nous avons chaque jour entre 10 et 12 milliards d'euros de volume quotidien, c'est-à-dire là aussi 2 fois plus que la bourse de Londres. Donc ça, c'est le point de départ. Oui, ça, c'est le point de départ. On va rappeler rapidement pour ceux qui auraient un tout petit peu oublié. Peut-être Euronext, c'est 7 marchés. Pardon, c'est Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris. Absolument, absolument. Plus un dépositaire central au Danemark, plus des activités de négociation de devises à New York et à Singapour, plus une bourse de l'électricité en Europe, mais qui est basée aussi à Oslo. D'autres activités dans les métiers de post-négociation qui sont très importantes et qui se développent. Donc l'étape d'après, c'est pas la consolidation, ça y est, elle est faite, parce qu'il vous reste Deutsche Börse, il vous reste la bourse de Madrid, à laquelle vous êtes très attaché, Stéphane Boujnah, mais enfin, c'est pas pour tout de suite. Non. Ça sera pour votre successeur? Non, parce que vous avez aussi un groupe qui est en Scandinavie, qui s'appelle Nasdaq Nordique, qui appartient au Nasdaq et qui opère les bourses de Stockholm, Copenhague, Helsinki, Reykjavik, mais aussi Riga, Tallinn et Vilnius. Et ce groupe est aujourd'hui détenu par le Nasdaq. Il ne l'a pas toujours été. Les choses peuvent évoluer. Vous savez, les bourses nationales ne sont pas à vendre jusqu'au jour où elles deviennent. Et donc, nous avons observé ce phénomène lorsque nous avons acquis Borsa Italiana face à Deutsche Börse et au groupe Swiss Six. Nous avons observé ce phénomène lorsque nous avons acheté Oslo Børs, VPS, face au Nasdaq. Et également en Irlande, lorsque nous avons acheté en 2018 le groupe The Irish Stock Exchange. Les choses peuvent évoluer. Mais c'est vrai que plus on consolide, plus on grandit en Europe, plus le nombre d'opportunités diminue. Et c'est donc, là où vous avez raison de poser la question, ce qui va caractériser les 4 années qui viennent, c'est à l'évidence un exercice de très forte diversification du groupe Euronext. Euronext, dans 4 ans, aura une part de ses activités qui n'est pas liée au métier historique des bourses, qui sera nécessairement plus importante. D'ailleurs, comme c'est une mutation qu'ont réalisé les autres bourses européennes longtemps avant qu'Euronext ne soit en mesure de le réaliser. D'accord. Donc, si je résume, consolidation, vous êtes toujours partant. Partout c'est nécessaire. Mais partout c'est nécessaire, mais et chaque fois où c'est possible. Voilà, mais pour l'instant, vous n'avez pas d'opportunité, mais vous regardez les dossiers, visiblement. Oui, puis du moins en Scandinavie. C'est un exercice avec des partenaires qui doivent eux-mêmes souhaiter cette consolidation. Donc il faut la maturité des propriétaires actuels n'est pas toujours là parce qu'ils ont d'autres préoccupations, d'autres projets.
Et puis donc la diversification. Mais diversification vers quoi? Parce que là, vous avez renoncé, il y avait cette plateforme de produits d'épargne, All Funds. Bon, il est vrai que c'était quand même 5,3 milliards, donc c'est pas une petite somme. Vous avez renoncé, pourquoi? Nous avons renoncé parce que, effectivement, trop gros, ça entrait... le cours avait baissé. Je vais peut-être finir ma phrase. Nous avons renoncé parce que cette entreprise correspondait parfaitement à l'objectif de diversification que j'ai mentionné. C'est une plateforme de distribution de fonds, et les fonds jouent un rôle dans l'allocation des actifs beaucoup plus important aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et c'est une entreprise européenne avec l'essentiel des équipes en Espagne qui a réalisé un parcours remarquable. Il y a eu deux raisons qui nous ont conduit à interrompre ces discussions. D'abord, une fuite qui est toujours inopportune parce qu'elle crée des contraintes non nécessaires, mais surtout, plus fondamentalement, l'analyse que nous avons faite des nombres que la société a rendus publics au mois de février, qui montraient qu'ils étaient beaucoup plus prudents sur les perspectives de croissance, et les exercices qu'on appelle de due diligence, c'est-à-dire de dialogue avec le management, qui montraient qu'il y avait une certaine prudence, vraiment, sur l'environnement de l'entreprise. Et donc, dans ces conditions-là, nous avons considéré que le prix que nous étions prêts à payer ne pouvait pas être justifié par les perspectives de l'entreprise. Mais je pose quand même la question, est-ce que ça veut dire le dossier, il est clos ou pas? Le dossier est clos. Est clos, terminé. Le dossier est clos, oui. D'accord. Non, mais vous avez pu peut-être revenir par la fenêtre ou eux revenir vers vous. Enfin... Non, si eux reviennent vers nous, ça c'est autre chose, mais pour le moment c'est pas le cas. Mais le dossier est clos tout simplement parce que, pour les raisons que j'ai indiquées, même si ce que ça signifie, c'est que l'engagement de l'entreprise de poursuivre une stratégie de diversification, il est là, et nous continuons, comme nous l'avons fait déjà depuis quelques années, à regarder ce qui existe dans les métiers de post-négociation, de devises, d'énergie, de données et de distribution de fonds, et nous sommes attentifs à toutes les opportunités qui peuvent s'exprimer, surtout dans un environnement comme aujourd'hui où les valorisations sont en train d'être revues, puisque un certain nombre de valorisations qui étaient devenues très, très extrêmes, et en tout cas que nous ne pouvions pas justifier par rapport à notre discipline d'allocation du capital, ces valorisations semblent, en tout cas c'est le sentiment qu'on a, est en train d'être révisé à la baisse. Ouais. En tout cas, les vendeurs qui regardaient avec scepticisme et parfois dédain certaines des approches à des valorisations raisonnables sont désormais prêts à ouvrir des dialogues sur des valorisations qu'ils n'auraient pas envisagé d'explorer il y a quelques mois. Ça c'est très important ce que vous dites, parce que c'est sûr que la baisse des valorisations, on en dira un mot ensuite sur les marchés, mais restons sur Euronext, c'est vrai qu'on imagine que les acteurs, tout le monde est obligé d'être un peu plus modeste. Absolument. Quant à son ambition financière. Il y a un rachat qui a quand même été très structurant, c'est le rachat, vous étiez venu nous en parler, Stéphane Boujnah, c'est le rachat de Borsa Italiana, la bourse de Milan, et on voit que ça a vraiment modifié, oui. Là encore, Euronext, c'est structurant en fait. Absolument. C'est structurant tout simplement parce que les marchés italiens ont rejoint les marchés européens, mais de manière très significative. Or, l'Italie, c'est la troisième économie de la zone euro, c'est un pays du G7, c'est un Mittelstand aussi dense que celui de l'Allemagne. Et donc, de ce point de vue-là, l'arrivée d'une capitalisation boursière agrégée très importante et d'une économie très dynamique avec des acteurs très efficaces comme Mediobanca, Intesa, Unicredit et plein d'autres, a été déterminante. Dans l'autre sens, les marchés européens se sont enracinés beaucoup plus en Italie. Vous savez, on a déplacé notre data center principal qui était près de Londres et nous avons voulu le remettre dans l'Union européenne. On l'a mis à Ponte San Pietro près de Bergame. C'est un data center absolument unique, entièrement vert, puisque l'intégralité de l'énergie que nous utilisons dans ce data center est produite avec de l'énergie renouvelable. Nous allons migrer la compensation vers Rome et vers Paris. Aujourd'hui, nous utilisons encore comme outil de compensation une filiale du groupe London Stock Exchange qui a des activités à Paris, qui fait un travail de très grande qualité, mais nous avons pris la décision de transformer
une activité de compensation qui faisait partie du groupe Borsa Italiana en une plateforme européenne pour créer le troisième acteur de compensation en Europe, à côté de cette activité du groupe London Stock Exchange et à côté de Eurex Clearing. Donc ça vous redonne une indépendance que vous n'aviez pas. Par contre, ça vous a coûté 36 millions d'euros, oui, là, je crois. Absolument, ça c'est normal. LCH SA, la filiale du groupe London Stock Exchange, avait conclu avec nous un accord pour le clearing, la compensation des produits dérivés. Et il était convenu que si nous étions amenés à acheter une autre plateforme de compensation, nous devions payer une indemnité de fin de contrat, comme ça se passe pour tous les gros contrats, surtout avec un partenaire qui fait un travail d'une grande qualité à nos côtés. Ça va générer combien de chiffre d'affaires pour Euronext ? Alors, l'ensemble des synergies en lien avec l'acquisition du groupe Borsa Italiana était initialement de 60 millions d'euros. Oui. Nous les avons portés en novembre 21 à 100 millions et désormais, depuis le début de l'année, depuis février, à 115 millions. Donc à la fin de l'année 2024, au total, nous réaliserons 115 millions d'EBITDA en plus par rapport à 2020 grâce à l'ensemble des projets liés à l'acquisition de Borsa Italiana. Mais la compensation elle-même. Nous ne rendons pas public le détail de ces montants, tout simplement parce que ce sont des projets très lourds, à côté de la migration de la plateforme technologique de négociation, dont on vient de terminer la phase 1 au mois de mars. Et donc, chaque fois, les choses se font avec un peu plus de coûts, un peu moins de coûts, un peu plus de revenus, un peu moins de revenus. Et donc, ce qui est important, c'est notre engagement sur la totalité du programme d'intégration, donc qui a commencé en avril 21 et qui va terminer en décembre 24, de réaliser au total à peu près le double de ce que nous avions prévu initialement, c'est-à-dire presque 120, enfin en l'occurrence 115 millions de synergies en plus, d'EBITDA en plus, grâce à cette acquisition. Vous avez un petit matelas, parce qu'on a bien compris que vous regardez, vous avez un radar dans vos yeux, vous regardez tout ce qui se passe, soit pour racheter des marchés, on l'a compris, soit pour diversifier. Vous avez un trésor de guerre de combien Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que vous avez levé des fonds? On a un désendettement qui se poursuit extrêmement vite, puisque nous sommes une société qui génère beaucoup de ce qu'on appelle pompeusement le free cash flow, donc ça fait de la trésorerie, et donc on est arrivé à un niveau de net dette sur EBITDA de 2,1 fois. Enfin, donc ça ouvre des perspectives. Ça ouvre des perspectives, sachant qu'on venait de plus de 3 à l'époque de la réalisation de l'acquisition. Donc la société se désendette très vite, a une position de trésorerie qui se renforce. La notation de la société par S&P a été réévaluée il y a quelques semaines ou quelques mois, et maintenant triple B+. Donc la direction est très claire, l'entreprise se désendette et se met donc en situation de faire face à un environnement soit qui deviendrait très compliqué, soit de saisir des opportunités d'acquisition en cash. Depuis que vous avez pris les rênes, Stéphane Bougenard, donc c'était en 2015, il y avait une urgence financière très très forte. Absolument. Donc certains disent, je lisais ça dans un papier, mais c'est vrai qu'à la limite vous aviez plus une optique financière, l'œil rivé sur vos chiffres, sur vos indicateurs, sur vos ratios, plus qu'une stratégie. Je ne suis pas complètement d'accord parce qu'on a bien compris que vous avez incroyablement développé Euronext. Ça veut dire là quand même que vous avez les moyens d'être un tout petit peu plus souple sur vos ratios si les opportunités se présentent. Les constantes de la physique des affaires sont les mêmes aujourd'hui qu'en fin 2015 quand je suis arrivé. Et elles reposent d'abord sur un socle qui est que la performance opérationnelle et la performance financière sont les conditions de l'indépendance. Il ne se construit rien de durable sans une performance opérationnelle et une performance financière qui est la condition de la survie. Comme disait Thucydide dans la guerre du Péloponnèse, se reposer ou rester libre, il faut choisir. Nous avons décidé de rester libres, donc nous ne nous reposons pas. Donc ça, c'est le socle. Maintenant, que fait-on des richesses que l'on génère? Nous essayons de réaliser un projet. Ce projet, c'est la construction pour de bon, for real, dans le réel, de l'union des marchés de capitaux, c'est-à-dire créer une institution, une infrastructure en Europe qui est capable de donner aux Européens un outil géré par des Européens pour
mobiliser l'épargne des Européens et financer la croissance des entreprises européennes. Donc c'est un projet de contribution à l'autonomie stratégique de l'Europe sur la planète. Et pour résister à tous ceux qui seraient très confortables de considérer que l'Europe, c'est une division qui s'appelle Europe, Middle East and Africa. C'est pas le cas. Pour nous, l'Europe, c'est la maison. Et donc, mais pour faire ça, la condition, c'est d'avoir une performance opérationnelle supérieure à nos concurrents, une performance financière supérieure à nos concurrents, et c'est cela qui nous équipe pour faire des rêves. Pour pouvoir faire des rêves, pour pouvoir être ambitieux, il faut être robuste. Parce que l'ambition poétique, c'est se condamner à un échec rapide. Surtout, c'est qu'on est quand même dans un environnement, on va en dire un mot, qui a une influence sur le volume. Le volume est en baisse. On voit qu'il y a moins d'introductions en bourse. Vous avez vu sans doute les déclarations tout à l'heure de François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui a dit que les taux seraient au plus haut d'ici, le pic serait atteint d'ici la fin de l'été. C'est un environnement qui est quand même très compliqué pour les investisseurs. On le voit bien, dès qu'il se passe quelque chose, ça se répercute. Dès qu'il y a des doutes sur la dette américaine, aussitôt le CAC 40, les marchés plongent. Comment est-ce que vous analysez justement cet environnement macroéconomique ? Alors, une précision d'abord, puisque vous avez parlé des introductions en bourse. Il y a moins d'introductions en bourse cette année que l'année dernière, mais ce qui a transformé le marché, c'est que Euronext capture une part disproportionnée des introductions en bourse. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. C'est important parce qu'il y a eu 23 introductions en bourse depuis le début de l'année sur les marchés Euronext. Il y en a eu 10 à peine à Londres et une seule à Francfort. Donc l'endroit où se passent les introductions en bourse, notamment des sociétés internationales, c'est sur les marchés Euronext. Sur la déclaration du gouverneur de la Banque de France. Il ouvre une perspective, il indique un horizon de stabilisation des hausses de taux, il commente une direction de la Banque centrale. Écoutez, ces gens-là font un métier très difficile. Oui. Ils font un métier très difficile parce qu'ils naviguent sur une crête étroite entre lutter contre l'inflation, qui est un phénomène nouveau et préoccupant et qu'il faut enrayer tôt pour éviter des seconds tours avec des anticipations qui se cumulent, d'où des hausses de taux, et par ailleurs ne pas avoir la main trop lourde en créant des risques de récession. C'est un exercice subtil, d'autant plus qu'on est avec une monnaie unique et des niveaux d'inflation dans les différents pays membres qui sont très différents. Donc il faut faire une politique monétaire unique pour lutter contre le niveau d'inflation qui, au pic de la dispersion de l'inflation, était à peu près autour de 5-6% en France et plus de 20% dans certains États baltes. Donc c'est difficile. Et donc la manière dont Madame Lagarde, Monsieur Villeroy de Galhau gèrent les anticipations est toujours un exercice extrêmement subtil. Là, il y a une anticipation. Là, il crée une anticipation sur la baisse des taux. Il crée une anticipation d'arrêt de la montée des taux. Oui. Pas de baisse des taux. Non, mais sur un pic, une fois que vous êtes sur le pic... Mais pourquoi ? Parce qu'il observe une situation finalement assez ambivalente. Cette situation ambivalente, c'est quoi ? C'est que on a un CAC, votre collègue l'indiquait tout à l'heure, autour de 7400 points. En février 2020, le CAC était à 6002. 6000, un peu plus de 6000. C'était avant le Covid, avant la guerre en Ukraine, avant l'inflation, avant l'augmentation des taux d'intérêt et avant la crise de l'énergie. Et pourtant, les résultats des entreprises à l'intérieur du CAC sont très bons. Le chômage a reculé depuis cette époque-là et la croissance anticipée pour 2023 est finalement un peu supérieure à ce qu'on avait anticipé. Imaginez. Donc il y a une situation qui est ambivalente, qui est en réalité... Ça veut dire quoi ambivalente ? Ambivalente, ça veut dire qu'on ne sait pas forcément expliquer dans le détail si les recettes... Non, c'est jamais absurde, c'est le réel. Oui. C'est l'inverse de l'absurde, c'est le réel. Le réel, c'est qu'on a des investisseurs mondiaux qui valorisent certains actifs à un certain niveau. Et s'agissant du CAC, aujourd'hui, c'est 7400 points. Et on a néanmoins des facteurs d'environnement qui, dans un autre contexte, auraient produit des conséquences différentes. Or, ces conséquences ne se produisent pas. C'est ce que j'appelle ambivalente. C'est pour dire
complexe à expliquer avec les outils conceptuels habituels. Et c'est ça qui rend les choses compliquées, c'est ça qui rend la tâche des banquiers centraux particulièrement complexe, parce que la machine ne réagit pas comme on pense qu'elle réagirait. Ce qui se passe sur le chômage est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. C'est quoi le lien ? On a des taux qui montent, on a des défaillances d'entreprises qui augmentent un petit peu, mais qui convergent vers les niveaux normaux pré-Covid, mais on n'a pas de niveau encore de défaillance très significative causée par les problèmes de refinancement. Donc la réalité, c'est qu'il y a des gisements de croissance, de dynamisme dans les économies européennes qui sont extrêmement solides. Mais est-ce que ça veut dire, en creux, si je vous écoute bien, je vous ai bien écouté, Stéphane Boujnah, est-ce que ça veut dire quand même que vous redoutez qu'il y ait une correction ? Une très forte correction. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça peut continuer comme ça. Ça veut dire, j'exprime et je partage, et pardon de ne pas être aussi sachant que vous pourriez le souhaiter, j'exprime ma perplexité par rapport à des réalités qui, dans d'autres circonstances, sur la base de ce qu'on nous a enseigné à l'école ou à l'université, auraient dû produire certains effets qui ne se sont pas produits. Ça n'est pas par hasard. Il y a des choses qui sont passionnantes, comme probablement une inertie de l'absorption des liquidités qui ont été injectées dans l'économie qui est plus longue que prévu. Probablement le fait que la confiance du reste du monde pour l'Europe est plus forte qu'on l'imagine souvent nous-mêmes. Il faut savoir que le reste du monde nous respecte, en particulier les Chinois et les Américains nous respectent pour deux raisons, la monnaie unique et le marché unique. Et donc, finalement, ce projet européen de construction du marché unique, de construction d'une monnaie unique, a créé des conditions d'une résilience finalement beaucoup plus forte qu'on pouvait l'imaginer, qu'on aime à commenter entre nous. Deux questions, il nous reste 3 minutes pour deux questions importantes. D'abord, la baisse des volumes, on l'a vu dans le compte du premier trimestre, surtout si on compare, je crois que c'est même moins 26%, donc c'est quand même très significatif. Est-ce qu'elle va se poursuivre ? Comment ? L'impact que ça peut avoir sur vous ? Et deux, pourquoi il y a si peu d'introductions en bourse ? Voilà. Je sais qu'il y en a 23 chez Euronext, qui est beaucoup plus qu'à Londres, mais il n'y en a que 23. Voilà. Absolument. Alors, parlons d'abord des volumes. L'élément de comparaison, c'est que le premier trimestre 2022 est une période, et là c'est du calendrier universel grégorien, qui comportait le mois de février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, 24. Qui a produit une volatilité extrême, supérieure à ce qu'on a pu connaître dans certains moments du début du Covid. Donc ça, c'est un point de référence qui est absolument extrême. Énormément de rotation d'actifs, d'incertitudes sur le prix de l'énergie, dont vous vous souvenez assez bien. Le premier trimestre 2023 n'a pas connu la même volatilité parce qu'il y a beaucoup plus de visibilité sur les perspectives de développement des entreprises. Donc moins de volume. Donc le premier trimestre 22 ne peut pas être un point de référence. D'ailleurs, j'observe que le premier trimestre 23 a été le deuxième plus profitable trimestre de l'histoire d'Euronext. Donc ça a très bien marché, en dépit de cette réduction des volumes. Oui. S'agissant des IPO, il y a beaucoup d'entreprises en Europe qui sont désormais prêtes, notamment dans le secteur technologique, à entrer en bourse. L'alternative d'aller chercher une liquidité ou des fonds propres dans le private equity existe toujours, mais se price dans des conditions différentes depuis la remontée des taux et le fait que le TRI ne peut pas être le même à la sortie pour les fonds de private equity qui s'intéressent à ces entreprises. Donc l'intérêt des marchés cotés pour soit lever des nouveaux fonds, soit créer un événement de liquidité pour les investisseurs originaux reste là. Il y a une volatilité qui fait que certains attendent des fenêtres différentes. J'observe quand même qu'il y a deux places chez Euronext qui sont extrêmement dynamiques, Oslo et Milan, et Amsterdam, où on a beaucoup d'IPO, et surtout, c'est le plus important, beaucoup d'IPO extérieurs au pays d'Euronext. Les marchés d'Euronext deviennent le marché de cotation des entreprises internationales. Plus personne qui veut se coter en Europe ne va se coter à Londres désormais, et ils viennent se coter sur les marchés d'Euronext. Oui, puis il y a même le groupe de cosmétiques Coty qui est coté à New York, qui vient se coter à Paris. Absolument, c'est pas par hasard, c'est parce que nous avons créé, ils viennent se coter à Paris, mais ils viennent surtout se coter sur Euronext, qui est devenu le pool de liquidité le plus profond des marchés européens. Eh bien, on a compris votre feuille de route, mais il y a encore de quoi faire. Merci beaucoup d'être venu ici célébrer ça, votre renouvellement. Merci Stéphane Boujnah, le président du directoire, encore pour 4 ans, donc d'Euronext, était notre invité dans cette grande interview. Tout de suite, Kenco avec François Sorel.
Sorel. Très bonne soirée. Et bien sûr, QR code. Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Bon.